Madame, monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2024. Il est 8 h et nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9 h 30. Amel arrive déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien, merci. On est à quelques jours à la fin. Quelques jours à la fin de l'année. Du mois de décembre. Des résolutions pour cette année? On verra après. Je vais réfléchir. Sinon, la meilleure résolution, pas de résolution? Pas de résolution. Ah, on revient à pas de résolution oui, pour l'année. parce qu'on ne les applique pas de toute façon. Ah non. Bon, alors autant laisser les choses. Laisser le temps faire les choses. Exactement. Après, c'est toujours bon de donner de soi pour on verra bien. Quelques changements, quelques améliorations. Exactement. Pas oui, pour notre... Faire un petit bilan de l'année. On va voir. On va voir. On va voir. En tout cas, aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous parlerons santé. Et cette fois-ci, Dr Fathi Benachnou va s'intéresser à une question qui paraît très simple et pourtant toute la finalité de la médecine tourne autour. C'est qu'est-ce qu'une consultation? Ah d'accord. Ça paraît tout simple, hein? C'est quoi une consultation? C'est une consultation. C'est une consultation et dans quelques instants, Dr Fathi Benachnou répondra à cette question qui paraît effectivement très simple, mais tout le cœur du métier finalement réside dans cette question. Et aujourd'hui, nous allons parler également d'un concours de dessin. Alors, je dessine la beauté de mon pays. Alors, une très très belle initiative, encore une fois, pour inculquer les valeurs citoyennes chez l'enfant. C'est bien, oui, exactement. Et celui qui est à l'origine donc de cet atelier, c'est Amou Yazid. Voilà, Amou Yazid qui fait un travail colossal effectivement auprès des enfants et pour leur inculquer donc beaucoup de valeurs humaines et beaucoup de valeurs développer cette fibre artistique. Effectivement. Oui. Et comme chaque vendredi, donc Samira Hadj Ahmar et Siham Knouch seront parmi nous. Alors Samira, cette fois-ci, elle va s'intéresser à l'âge de cuivre et du bronze en Algérie. Elle nous emmènera loin dans l'histoire, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire aussi archéologique et anthropologique de l'Algérie. Et on verra donc quels sont les prénoms que notre ami Siham Knouch a choisi pour nous ce matin. Et en ce vendredi, exceptionnellement, notre amie Fnabnour sera parmi nous. Elle reviendra donc sur l'atelier international sur les énergies renouvelables. Et cette fois-ci, c'est un passage exceptionnel. Et bien entendu, elle recevra un invité également exceptionnel. Il s'agit donc de l'une des personnalités, l'un des chercheurs les plus cités dans le monde à travers les recherches scientifiques. Il est considéré comme le père fondateur donc, de la batterie électrique, qui est à l'origine aujourd'hui de la voiture électrique. Et il s'agit donc du professeur Karim Zarib, qui seront donc parmi nous dans quelques instants. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, le ciel a été généreux en cette nuit. Oui, exactement. On a eu quelques pluies. On a eu quelques pluies. Et aussi de la neige en soirée. Ah bah c'était bien arrosé en tout cas ce matin lorsque je suis sortie. On a été gâtés. Hein. Voilà, ça va continuer, Amel? Non. Non. Ah bon, d'accord. Non. Bon. Ouais, bon. Voilà, c'est la réponse. Eh ben non. Non. C'est Météo Algérie qui le dit. Hein, c'est Météo Algérie, je voilà, précise. alors on aura un peu plus de détails, Amel. À tout certainement, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et Amel, donc il fera quel temps aujourd'hui? Allons-y. Alors, bonjour à tous et merci Nour. Pour cet après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest. Par contre, le centre et l'est, eh bien, on aura des passages nuageux durant toute la journée. Ces nuages vont donner quelques pluies résiduelles sur les côtes est. La moitié sud, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé à partiellement voilé avec des sillons de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Et à noter aussi formation de gelée durant cette matinée, donc soyez très très prudents si vous conduisez sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et le plateau. La chaussée risque d'être glissante, donc soyez prudents. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt fraîches par endroits. Le minimum 8 degrés seulement à Djelfa, 9 à Al-Beyod, Batna, également Constantine et Sétif, 11 degrés à Galma et Tiaret, 14 à Tizi Ouzou, 12 degrés à Annaba, 16 à Alger, 17 à Oran, 18 degrés à Tlemcen. Au sud, eh bien, le minimum 15 degrés à Gardaya, 16 du côté de Béchar et Ilizi, 17 Biskra et
Internet, 19 à Drang Salah Timimoun, 22 Tindouf, 24 à Tamanrasset et enfin 26 à 27 degrés de Ingezam vers Borj Bedjimouktar. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est, les vents sont variables sur les côtes est, du secteur nord sur les côtes centre et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest, les vents sont de secteur nord-est. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera plutôt mitigé, entre éclaircies, nuageux et de la pluie. On va commencer par le soleil qui va sévir cet après-midi du côté de Vienne, Rome, Paris, également Lisbonne, des passages nuageux à Madrid, plutôt nuageux à Londres, également Berlin et Moscou. Quelques flocons de neige intéresseront la ville de Kiev. Le mercure, quant à lui, affichera 1 degré seulement à Kiev, 2 à Moscou, 4 à Paris, également Vienne, 7 Berlin, Londres, 12 à Rome, 8 à Istanbul, 11 à Madrid et enfin 15 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc, Amel, on notera que ça reste quand même des températures fraîches, des températures de saison, surtout stationnaires, hein, quand même. Oui, on les a eues pendant presque une semaine, voilà. Presque les mêmes températures. Donc, il fait frais, il faut faire attention, il fait bon. Ah, franchement, il fait bon. Il fait bon pour un mois de décembre. Ah oui, voilà. Exactement. Il nous manque encore un peu plus de pluie. Ah, Inch'Allah, j'espère, oui. Inch'Allah. En espérant, oui, de la pluie. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure, donc après journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour un peu plus de détails. Et demain, à partir de 8h, pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Amel. On continue, ça sera pause musicale comme à chaque fois. Et cette fois-ci, ça sera en compagnie de Hazib Zara. Et on se retrouve juste après. زاوت في عذرة مخنترة نحكي قمرة 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 ولا عفرة معفرة ولا عفرة معفرة ولا عفرة معطرة ترى عنو لاحت غرة فيجة لاحت غرة فيجة حمرا جمرة من دون شراء سباتني نجم الغرار الغرار تكسب ولا تبيعني تكسب ولا تبيعني تكسب ولا تبيعني تبيعني تكسب ولا تبيعني مدبلت الشفار مدبلت الشفار زينب كنزي والرباحي زينب للقلب صلاحو زينب عزي ونجاحي سراري لي يا باحو
وسراري ليها باحو زينب سهوي وفراحي زينب للطب جراح ترى الريح ترى نحضر ونغيب ترى نشتاكي من قواس منصوبة ترى يهيج وجدي من قدرتي وسوال فريش النعام مسلوبة الخد ورد زاهي في رياض عجيب فيه النقش مداعى من عجوبة أنا زوجت فيك دهب التدريب ها سلطنة الولعة زينوبة أنا زوجت فيك دهب التدريب ها سلطان. Voilà, sur ces très belles sonorités donc, de Aziz Ouzaraïs, qu'on va parler de santé, de bien-être et cette fois-ci, une question pertinente et particulière à laquelle le Dr Fethi Ben Achnou répondra. Qu'est-ce qu'une consultation? Mais ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, la baisse, un petit peu frisqué. On vous a bien reçu aujourd'hui, hein, avec la voix douce d'Aziz Ouzaraïs. Ah oui, Allah yarhamou, c'est ça le Chabi. Moi, personnellement, ce qu'on appelle le néo-Chabi, où on fait intervenir des sonorités dans le sens où, je ne sais pas, regardez, ça c'est l'extrait, c'est comme du miel pur, Asel Hurra. Et même, c'est et la musique, et l'interprétation d'un texte. Il ne faut pas oublier que le Chabi, c'est aussi un texte, qui est un poème qui est très très bien, qui relate sur la vie ou sur l'hommage qu'on doit rendre à une femme, Zainouba ou la Meriouma, ou toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait notre personnalité, notre culture. Effectivement. Alors, par contre, et notre bien-être. Par contre, en régie, vous avez des défenseurs du néo-Chabi, hein? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais entre-temps, docteur, on ne peut pas être inaperçu, on ne peut pas être indifférent, pardon, aussi à la voix de Kamal Messaoudi, qui est considéré comme partisan d'ailleurs du néo-Chabi, n'est-ce pas? Non, attention, Kamal Messaoudi, est certain, c'est ce qu'on pourrait dire la nouvelle vague du Chabi. Et c'est tout à fait normal d'apporter une touche là. Non, le néo-Chabi, c'est autre chose, c'est des textes, des chansons Chabi. On dit non, ça c'est truc, on va proposer autre chose. Non, quand même, Saoudi, chapeau. C'est la nouvelle. Et comme vous le dites si bien, donc la musique qui adoucit les mœurs, et donc ça a tout un impact sur le bien-être. Aujourd'hui, on va en parler. Et aujourd'hui, docteur, vous avez choisi une question qui paraît anodine, une question qui paraît simple et on ne se pose pas tellement de questions sur cela, c'est tellement rentré dans le quotidien, n'est-ce pas? Je vais aller me faire consulter, consultation, etc. Mais on ne se pose jamais de questions sur la consultation, de quoi il s'agit réellement. Qu'est-ce qu'une consultation médicale? Très important. Je crois qu'avec l'avènement de nouvelles technologies, de nouveaux matériels, tout ça, on a oublié que une consultation médicale, c'est d'abord un patient. Je dis bien un patient, je n'ai pas dit un malade. C'est un patient qui va vers un médecin. Et ça depuis la création de la médecine. On va demander, on va se rassurer, et j'insiste sur ce verbe, rassurer auprès d'un médecin. Qu'est-ce que ça démontre? Ce qui est très important, c'est ce que disent les Anglais, c'est face to face. Il n'y a rien entre le médecin et le patient. C'est un contact direct. Direct, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un écran, c'est pas... Ça viendra après, vers la fin. La consultation, c'est un patient qui vient exposer ses plaintes, parce que ça lui crée un mal-être.
Par exemple, j'ai des diarrhées, j'avale mal, ça j'ai une fièvre, tout ça. Et ça, c'est très important, il faut le laisser livrer, entre guillemets, ces éléments-là qu'on appelle une plainte. Et attention, le médecin se doit, très important, d'observer son malade, de le regarder. À partir du moment où il entre, le médecin travaille avec ses yeux, travaille avec ses oreilles, avec son odeur et avec son cerveau. C'est ça qui est important. Dès que le malade rentre, le médecin, c'est très important, il voit cette personne qui rentre, comment elle marche, comment elle est, est-ce qu'il y a un équilibre, est-ce qu'elle est avachie comme ça, est-ce que c'est tous ces éléments que le médecin doit introduire dans son cerveau. Ça, c'est très important. L'allure générale, au niveau de l'hygiène, au niveau du maintien, au niveau, est-ce qu'il est, l'état, on appelle ça l'état général du patient. Est-ce qu'il est fiévreux? Est-ce qu'il tremble? Est-ce qu'il n'a pas de vertige? Tout ça, ça va très très vite. Et on invite le patient à s'asseoir, on le reçoit. Et à ce moment-là, on le laisse vider son sac. Mais avec des questions quand même assez orientées de la part du médecin. Bien sûr. La première des choses à démontrer, est-ce que les plaintes qui sont livrées au malade, et c'est faire confiance à ce médecin, je ne vais pas me livrer. C'est là où intervient le secret médical. Ça, c'est fondamental chez le médecin. Il livre, attention, en même temps, le médecin, quand il écoute, il reçoit, mais attention, est-ce que derrière ces plaintes somatiques, c'est-à-dire des plaintes physiques, ne se cache-t-il pas quelque chose de psychologique, de mal-être, beaucoup de choses. Et on découvre et on est étonné. Le patient se sert de ce symptôme, de cette plainte, pour faire livrer quelque chose qui n'est pas du domaine somatique, mais qui revient au médecin à prendre en charge. Deuxièmement, j'ai parlé, il faut prendre contact et être attentif. Une oreille attentive et compétente. Voilà la définition. Voir ce malade, de quoi il se plaint. Mais en même temps, le médecin doit faire un travail. Ça, il n'est possible que s'il est concentré sur son patient. Et pas en même temps il est concentré pour décrypter tout ce que vient de ce patient. Il n'est pas encore malade. Mais en même temps, il faut, c'est important, rassembler toutes ces connaissances médicales. Vous voyez que le médecin doit avoir, pourquoi je dis une oreille attentive et compétente, doit avoir. Il doit pas, j'ai vu des collègues, il faut le dire, le patient est en train de parler et est en train de pianoter sur leur clavier. Peut-être qu'ils le font pour remplir un formulaire pour avoir le maximum d'informations sur... Non, c'est important. Il y a des étapes, c'est ça ce que je veux dire dans une consultation. C'est d'abord se concentrer sur ce patient qui est venu. Vraiment l'envelopper et pour avoir des informations. Ensuite, il faut procéder à une classification. C'est pas grave si vous aviez un stylo et un papier pour écrire certains symptômes à ce moment-là, certains symptômes, et différents symptômes me permettront de classifier, de mettre au point un syndrome. Un syndrome, c'est ça doit se faire dans le cerveau. Un syndrome, c'est un ensemble de signes qui m'orientent vers une pathologie. Et à ce moment-là, ce patient va devenir un malade. C'est-à-dire que je n'ai pas encore pris de décision, mais je trace mes voies de réflexion et de prise en charge. Ça, c'est important. Ensuite, après avoir écouté ce patient, on passe à l'examen clinique. Ça, c'est extrêmement important. Sachant, par exemple, que l'hypertension artérielle est très développée, il ne faut pas s'empêcher de prendre l'attention, d'aider, de prendre l'attention du malade. Ça, c'est extrêmement important. Ça paraît simple, mais je m'excuse, mais il y a beaucoup
on ne prend pas la tension artérielle. Et la tension artérielle, on va la prendre. Le patient est resté à peu près 10 minutes, un quart d'heure, assis. Donc les chiffres tensionnels seront acceptables. Et ensuite, à ce moment-là, faire l'auscultation. Oui. On est, par exemple, quelqu'un vous dit je tousse, j'ai froid, tout ça. On demande les antécédents. Est-ce que vous avez telle maladie ou telle maladie? Ensuite, on passe à l'auscultation. Vous voyez, ça, c'est des trucs de face-to-face, de corps à corps. C'est le patient vient vous parler de son corps. Qui est dans un mal-être, qui a des douleurs. Et on pose toutes ces questions et c'est très important. On voit que le patient est rassuré. Il est mis à l'aise par votre comportement et à ce moment-là, il va vous livrer encore plus. Ça y est, c'est pas n'importe qui va dire j'ai une impuissance sexuelle ou c'est pas tout de suite. Pourquoi vous êtes venu, tenez, prenez la pilule bleue, on passe tout de suite. Non, c'est au fur et à mesure et on doit voir l'âge du patient, les antécédents du patient. Vous savez, tous ces éléments-là doivent être existants. Alors, docteur, donc tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est la consultation lorsqu'on va aller voir le médecin pour la première fois. N'est-ce pas? Oui. Donc là, c'est pour la première fois. Mais par la suite, généralement, les patients que nous sommes, on aime bien fidéliser. Donc une fois que nous sommes à l'aise avec un médecin particulier, il sera alors non seulement notre médecin, mais il deviendra le médecin de toute la famille. Finalement, on connaît des médecins qui ont pris en charge plusieurs générations de la même famille. Donc, il devient réellement un ami à la famille, un véritable membre de la famille. Alors, une fois qu'il y ait on va dire toute cette complicité avec le médecin, est-ce que par la suite, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde hyper connecté, on ne peut pas passer à côté, est-ce que donc, une fois que le médecin connaît son patient, donc il connaît un peu l'évolution de son patient, est-ce qu'on peut quand même introduire parfois donc, ces consultations par téléphone ou ces consultations donc, par Internet ou en attendant donc, d'avoir la consultation du face-à-face? Sophie, votre question, elle est fondamentale, elle est très riche, mais vous allez trop vite. La question va trop vite. Vous parlez moi j'ai parlé au début, oui, je voilà, suis dans mon cabinet, quelqu'un rentre, un patient rentre, tout ça. Mais ce que vous dites, nous, on a bien fidélisé tout ça. Nous, les médecins aussi, on aime ça. Pour éviter le vagabondage médical. C'est ça. En Algérie, c'est l'errance du malade, pour dire... c'est l'errance du malade. C'est très important en Algérie, mais pourquoi il y a une errance? Parce que vous n'avez pas réussi à le convaincre. Vous n'avez pas réussi à établir des ponts. Quand je vous disais que j'ai des choses très intimes, c'est ma santé, c'est moi-même, c'est mon corps, ça c'est important, il faut que je sois à l'aise pour vous l'exposer. Et après, il y a une phrase que nous disent nos malades que j'adore, exactement. C'est ça. Mais nirtahlo, c'est-à-dire nirtahlo, quand on traduit, je me sens à l'aise, il y a un bien-être, je me sens rassuré, je me sens en confiance. Nirtahlo. Donc ça, c'est en fonction de votre attitude. Comment vous êtes perçu par le... Si vous bougez, si vous tapez sur votre clavier et tout ça. Maintenant, là, pourquoi vous dites que vous allez trop vite? Parce que vous êtes passé très vite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la technologie. Il faut être fou pour penser ça. Mais attention, les choses fondamentales qui est le face-to-face, c'est établir un contact avec le patient qui va être mertah, qui va être à l'aise. Ensuite, on va passer, après avoir ausculté, ça c'est très important. La médecine, il faut toucher, c'est le corps humain. Le corps humain et percevoir ce qui vient du cerveau, les signaux cachés.
Après avoir, il ne faut pas, quelle que soit la technologie, à ce moment-là, on n'a plus besoin de médecin, on rentre le patient dans un appareil. Il y a eu un film, je crois, de Woody Allen qui montrait ça. On rentre dans un appareil et l'appareil va vous scanner. Mais c'est l'intelligence émotionnelle. Voilà. L'intelligence artificielle, à mon avis, efface l'intelligence émotionnelle. Et le médecin, c'est dans l'émotion, mais attention, une émotion compétente. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas se déverser, il ne faut pas se compter et se dédouaner sur la machine. J'ai mon truc, j'ai mon ceci. Et là, c'est ce qu'on voit et c'est ce que je remarque. On se déverse. On pense que c'est la machine. Moi, je deviens fou quand on me dit... Je vois des publicités dans les journaux, là, en Algérie, échographe 4e génération. Ça, c'est pour le marketing, docteur. Hein. Oui. Ça, c'est pour le marketing. Et moi, je suis là pour une consultation médicale qui pourrait et qui doit être un apport de bien-être, un apport d'assurance pour le patient. Je ne suis pas contre l'échographie 4e, 5e, 20e génération. Mais si on a une bonne consultation, probablement on n'aura même pas besoin de faire cette échographie, n'est-ce pas? Alors là, voilà. Vous me tendez la perche. On termine sur ça, docteur. Au cours de l'épidémie de Corona, de Covid, tout le monde s'est excité, l'échographie et tout ça. Il y a un grand pneumologue qui a dit que si on a eu une bonne formation et on a une expérience au niveau des téléthorax, c'est-à-dire la radio de base, on pourra diagnostiquer s'il y a Covid ou pas. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est de... il ne faut pas dire que je rejette la technologie. Ça reste un outil. Ça reste un outil qui va que faciliter. Moi, je dois utiliser. Qui va faciliter le métier. Effectivement. Merci beaucoup, docteur. Docteur, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Pour d'autres questions fondamentales. C'était passionnant aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Donc, on vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain. Merci. Et on continue cette fois-ci. Donc, nous allons nous intéresser donc, à l'atelier international sur les énergies renouvelables. Et c'est un reportage signé Fellab Nour qu'on va retrouver justement avec son invité dans un petit moment. Selon les experts, les avancées de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables est sans aucun doute remarquable. Les ambitions le sont aussi. Objectif, la production de 15 000 MW d'ici 2035. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables, le professeur Nordin Yassa, a affirmé que cela permettra à notre pays d'économiser l'équivalent d'1,3 million de tonnes de gaz naturel et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 2,7 millions de tonnes par an. Les énergies renouvelables, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, l'Algérie a installé 500 MW. Là, d'un coup, on a 4 fois plus de capacité qui va être installée dans le pays. C'est très important, c'est la tendance internationale. Dans le pays de la région du Middle East, le MENA region, le prix de l'électricité qui est extraite du solaire, de l'énergie solaire, est 6 fois moins cher que l'électricité qu'on produit du gaz. Donc il est extrêmement important et urgent qu'on passe à l'énergie solaire et économiser le gaz pour d'autres applications ou bien le vendre sur le marché international pour les pays qui n'ont pas suffisamment de solaire. C'est l'une des propositions qui a émergé lors de cette deuxième journée de l'atelier international sur les énergies renouvelables qui a rassemblé un nombre important de chercheurs algériens venus des 4 coins du pays, mais aussi des 4 coins du globe. Une volonté politique que l'État veut appliquer afin d'intégrer toutes les compétences algériennes dans la stratégie déployée par le gouvernement. À l'occasion de ce workshop, j'ai eu l'occasion de parler à nos compétences établies à l'étranger sur les efforts que nous sommes en train de déployer actuellement pour essayer de mettre en place une plateforme interactive essayant de mettre en contact les secteurs qui sont concernés et qui sont demandeurs de cette contribution et nos compétences à l'étranger. Le travail qui est le nôtre en tant que secrétariat d'État auprès du ministère des Affaires étrangères
et d'essayer d'articuler en coordination avec l'ensemble des secteurs concernés des méthodes et des moyens pour essayer de canaliser et de faire en sorte que cette contribution soit la plus efficace et la plus productive possible. Il y a clairement une volonté d'accueillir à bras ouverts les volontés algériennes qui sont à l'étranger. Maintenant, il faut faire en sorte que ça concrétise sur des résultats palpables. Des compétences qui ont toujours exprimé, comme l'a souligné le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Sofiane Chaïb, leur disposition et disponibilité à apporter leur contribution à l'effort du développement national. Le jour où les Algériens entendent un appel sincère, je le dis en arabe, ils viendront en rampant pour servir leur pays. C'est le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver des Algériens à l'étranger qui parlent de leur pays sans passion. Je suis venu de l'Allemagne, tu sais. Donc, il y a d'autres venus de la Norvège, bien les États-Unis. Et l'Algérie, il est تربطنا, il est تلمنا. I'm very happy. C'est ça. Nous donner l'opportunité d'aider l'Algérie ou bien de transférer le savoir. En fait, j'adore travailler avec mes collègues algériens. Et j'adore l'énergie qui émane des étudiants avec qui j'interagis. C'est super. Et les étudiants, justement, étaient nombreux à faire le déplacement des différentes universités du pays, avec des projets à proposer et des idées plein la tête. Voilà, c'était donc un reportage de Flab Nour. S'est intéressé à l'atelier international sur les énergies renouvelables, une thématique que Flab Nour aussi va nous présenter en ce moment en compagnie d'un invité exceptionnel, mais ce sera juste après cela. Nour, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Fella? Ça va très bien, ça fait plaisir de te croiser à nouveau. Le plaisir est partagé, on se croise rarement finalement. Oui. Voilà. Tu travailles le week-end, c'est normal. Effectivement, mais on se croise pour des moments exceptionnels surtout. Absolument. Fella est en compagnie d'invités exceptionnels. Ça je le reconnais, affirmatif. Effectivement. Donc si je te dis que la batterie de ton téléphone ou la tablette ou la batterie d'une voiture électrique, il y a un élément qui est breveté par mon invité et son équipe. Alors on en est très fiers, on en est très fiers, effectivement. Et aujourd'hui nous l'avons, notre invité sur le plateau. C'est ce qu'on va découvrir dans un moment. Donc bonjour à tous, bonjour à la communauté Djelia.dz, bonjour professeur Zarib, Karim Zarib. Quel plaisir de vous avoir parmi nous et un honneur aussi. Merci beaucoup, bonjour à vous et à tous les Algériens qui nous regardent ce matin. Merci d'être là et de nous faire confiance. Donc, vous êtes là à l'occasion d'une rencontre qui a été organisée il y a 2 jours. C'était le jour de votre anniversaire, je crois. Généralement, il m'oublie, donc je suis né le 25 décembre. Absolument, donc c'était peut-être pour vous une meilleure façon de fêter. Ouais, c'était bien, c'était émouvant. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là écoutez, le retour en Algérie, c'est toujours, pour moi, c'est quelque chose de vraiment attachant. C'est magnétique l'Algérie, donc à chaque fois qu'on est là, donc c'est vraiment le bonheur, le sourire et revenir un peu à nos souvenirs d'enfance, à nos amis et voir. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je crois que je suis ici, mes batteries sont chargées. En parlant de batterie, vous êtes le père de la batterie pour les voitures électriques. Vous êtes un ambassadeur au Canada des énergies renouvelables. Vous êtes une des personnalités les plus citées parmi les 3300 scientifiques connus dans le monde. Ce n'est pas peu. Écoutez, c'est un travail d'équipe. Moi, généralement, je n'aime pas parler de moi. C'est toujours difficile. Donc, oui, c'est un travail d'équipe qu'on a travaillé quand même. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le même domaine. Donc, ça paye lorsqu'on travaille très, très fort. Ça paye. Donc, oui, je suis un des pères, mais je ne suis pas le père le tout seul quand même. Il y en a d'autres personnes qui ont travaillé très fort comme moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup d'impact au niveau du stockage d'énergie, soit le stockage via les batteries lithium-ion, soit dans le domaine
des portables, on appelle ça, excusez-moi mon anglicisme, le consomme électronique, soit dans le stockage d'énergie, soit l'électrification de transport, en particulier les voitures électriques, les bus électriques, les camions électriques. Vous avez fait de l'énergie verte votre cheval de bataille. Bah, écoutez, c'est parti, je crois, d'un incident qui s'est produit sur l'autoroute un jour. Vous avez eu une crise d'asthme et vous vous êtes dit, c'est ça mon créneau. Vous avez bien documenté, oui. C'était le déclencheur. Donc, mes parents rêvaient que je devienne médecin. Donc, comme tous les parents, le rêve ne réalise pas, mais en 79, c'est documenté, c'est écrit. Donc, je suis asthmatique, j'ai beaucoup de problèmes d'asthme et d'allergie, le pollen, les fleurs, tout ça. Donc, c'est pas facile. Là. Et à un moment, j'avais une crise d'asthme. Et à partir de cette crise d'asthme, moi, j'ai dit comment je vais être contre les énergies fossiles, parce que des fois on oublie, on parle des statistiques, parce que les statistiques c'est important. Aujourd'hui, le nombre de morts par accident, bien sûr accident de voiture, de camion, etc., à travers le monde, on parle à peu près de 2 millions par année. En revanche, les personnes qui meurent à cause du problème de la pollution reliées au gaz et au pétrole et reliées au transport, on parle à peu près de 8 millions par année. Donc ça, c'est des chiffres de l'université de Harvard qui sont quand même... des fois, on oublie, et ça coûte cher aussi au niveau de la santé. Absolument. Donc la santé, etc. Donc si, bien sûr, jamais on va abolir les énergies fossiles, mais si on électrifie nos sociétés, si on va accélérer l'électrification du transport, ça va aider dans les autoroutes, etc. Par exemple, des fois que je vois le métro d'Alger ou les trains électriques, etc. Donc c'est important pour nos enfants, nos futurs enfants. Et aujourd'hui, on oublie aussi, il y a un problème de réchauffement de la planète. Absolument. Donc ça, c'est le réchauffement de la planète. C'est le mal du siècle. Ben oui, mais il n'y a pas de frontières. Donc on a besoin des solutions et il faut aller vers les énergies renouvelables et aller vers le stockage. Si je vais juste résumer pour les téléspectateurs qui nous regardent, moi, je travaille après 28 ans, 30 ans dans une compagnie d'électricité. Je rappelle que vous êtes électrochimiste. Électrochimiste et physicien. Donc, on parle de 5 types de production d'énergie. L'hydroélectricité, l'eau, l'éolien, le vent, le solaire, le nucléaire et la géothermie. Et on a 5. Au niveau du stockage, on stocke par le carbone, je reviendrai sur le carbone, on stocke par les batteries et l'hydrogène, ou physique, les roues d'inertie, etc. Dans le carbone, lorsqu'on parle de carbone, c'est quoi le carbone? C'est le pétrole, le gaz, etc. C'est sûr que la densité d'énergie est très élevée. Aujourd'hui, on arrive dans une pompe à essence, on reste 3-4 minutes, on a le plein. Donc on parle à près de 11 000 Wh par kilogramme, etc. Mais pour recharger ce pétrole, il faudrait des milliers d'années. Donc, et l'autre stockage qui nous reste, il nous reste la batterie et l'hydrogène. Donc il faut vraiment aller chercher les énergies renouvelables. On parle de l'hydroélectricité, on parle d'éolien, on parle du solaire, la géothermie. Et en revanche, au stockage, si on peut focuser sur 2 qui sont les batteries et l'hydrogène, donc on peut vraiment électrifier l'Algérie et mettre des alternatives au niveau de la sécurité nationale, parce que l'énergie, c'est quand même la sécurité. Après la sécurité alimentaire, c'est la sécurité énergétique. Avant de parler des projets avec l'Algérie, justement, on va revenir, si vous permettez, professeur, sur votre enfance, votre parcours, votre ville natale, Constantine. Vous êtes né à Constantine. Vous êtes originaire de Sétif. D'abord, vos parents sont originaires de Sétif. Des parents qui vous ont encadré, qui vous ont inculqué des valeurs aussi. Vous avez fait votre premières années d'études à l'école Arbit Bessi. Vous avez été à l'Hadiqa Sahira ou pas? Parce que c'était la récompense, je crois. Vous avez eu l'occasion d'assister à l'Hadiqa Sahira? Oui, c'est émouvant, là. C'était... écoutez, ma famille, les naissances, là. Donc, ma mère, elle est née à Sétif-Ville. Mon père, il est né à l'Elma. Avant, c'était Saint-Arnaud, l'Elma. Et moi, je suis né à Constantine. Pourquoi je suis né à Constantine? Moi, je n'ai pas de famille à Constantine. Parce que ma mère, c'est une petite enseignante. C'est une grande enseignante. Oui, mais une petite enseignante au primaire en français. Donc, elle a été mutée à aller dans la région de Constantine pour enseigner.
Il y a une photo avec votre maman, je crois. Donc, à l'âge de 3 ans. ans. Donc, et là, mais on a vécu à Sétif, on est d'origine de Sétif. Mais quoi qu'il soit, je suis algérien, donc... c'est des belles années. Oui, c'est des belles années, c'est des belles années. Et le fait que ma mère, elle est enseignante, donc je suis rentré tôt à l'école. Donc, et niveau d'exigence, oui, très élevé. Mais l'éducation était, à l'époque, Houari Boumoudine, Rabbi Rahmou, il a donné beaucoup. On vous voit là, à l'âge de donc 5 ans, là. C'est 5 ans. Donc, le tablier avec le nom, la discipline, on rentre, et le professeur, c'est comme un prophète, là. Ah, le oui, respect total. c'est... Donc, j'étais à l'Arbit Bessi garçon, et ma mère, elle enseignait à l'Arbit Bessi fille. Voilà. Donc, mais c'est pas loin, là, donc on marchait. Et les bons élèves, on les emmenait à l'Hadiqa Sahira. Voilà, c'est ça. L'Hadiqa Sahira, à l'époque, si on travaille très fort, la récompense. Là, on voit votre maman. Voilà, donc, moi, voilà, et moi, je suis... Une très belle femme. Oh, merci beaucoup. À 3 ans, là, je sais pas, les cheveux, des fois, mes enfants, ils rigolent sur moi, là, donc... Mais j'ai dit, c'est d'aller haut et loin. Donc, c'est ça la coupe. C'est comme si vous les voyez pour la première fois, ces photos. Voilà. J'ai dit, cette coupe-là, c'est d'aller très loin et très haut. Et voilà, donc, alhamdoulilah, donc, il faut toujours remercier les parents, remercier les gens qui nous ont aidés parce que... L'université aussi, les enseignants. Ma mère, elle a travaillé, elle a 8 enfants aussi, là. C'est pas facile à l'époque. Il n'y avait pas... Et les gens, ils nous ont aidés beaucoup. Wahda dans le matelas, Wahda à l'aide, Wahda... Elle vient aider, là, c'est pas facile. Et il y avait solidarité. À l'époque, dans les années 60, peu de femmes qui enseignent ou qui travaillent, plus ils enfantent parce qu'ils veulent avoir un équilibre familial. Mais lorsque tu travailles et tu as une famille... C'est votre papa, là, qu'on voit? Ça, c'est mon père, oui. Ça, c'est mon père en 1956. Mon père aussi, c'est un petit agent dans la daïra. C'est un grand homme. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le mot petit parce que c'est important de dire. C'est important. L'humilité. C'est proportionnel aussi. Un professeur d'université, bien sûr, c'est un grand professeur. Mais c'est l'éducation, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute cette... Voilà, c'est ça. Donne des grands hommes. Et, voilà, donc on vous voit ici ému de voir ces photos. Voilà. Et vous avez fait l'université et vous êtes parti après pour approfondir ces connaissances en mathématiques. Non, c'est que j'ai fait un parcours pratiquement en électrochimie. J'ai fait l'agrégation en mathématiques et j'ai fait un HDR en physique. J'ai mis beaucoup l'école. Et c'était toujours là, d'aller vers l'électrification de la société, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est d'aller chercher, à un moment aussi, je suis passé plusieurs années au Japon. Donc 5 ans au Japon. 5 ans au Japon. Ouais. Et le Japon, ça a aidé beaucoup. Parce qu'en Algérie, on a la créativité. On est très créatif parce que même quand on était petit, il n'y avait pas de jouets, donc on fait la création, etc. Et en France, ce qui est bien, c'est qu'on fait beaucoup de recherches fondamentales. Mais quand j'ai beaucoup aimé au Japon, il y a 2 choses très importantes, les gens qui nous regardent. L'extrapolation de l'idée vers le marché, elle se fait d'une manière exceptionnelle. Et aussi, j'ai appris beaucoup la stratégie du management. On appelle ça du Gamba Kaizen. Le Kaizen, c'est des améliorations continues. Et Gamba, c'est la place. On peut faire des améliorations continues chez nous à la maison, chez vous à la télévision, ou dans une usine, etc. Consiste en quoi? Par exemple, on parle des 5 S, par exemple. Les 5 S, si vous êtes dans votre maison, vous commencez tout de suite de dire, je rentre dans un placard. Je n'ai pas besoin du linge, tout le linge. Je commence à dire ça, je n'ai pas besoin. Je vais le mettre, ok. Là, après ça, donc, je vais donner ce linge. Par exemple, j'ai dit, depuis 1 an, je n'ai pas utilisé, etc. Là, le deuxième, j'essaierai de ranger. Et troisièmement, je sais où sont mes chemises, etc. Et après, je vais standardiser. Je dis, en bas de mon armoire, je mets mes chemises. En haut, je mets mes tricots. À la fin, au troisième, je fais mes vestants, etc. Donc là, je viens, c'est une standardisation. Quelle organisation? Ben oui. Aujourd'hui, le monde entier, c'est les Japonais qui ont créé ça. Moi, j'ai eu la chance de prendre ce cours. Et j'utilisais ce cours des années 80 jusqu'à aujourd'hui, dans le management. Par exemple, on parle de 3C. Le 3C, c'est la compétition, le client, consommeur, et la compagnie. Par exemple, je vends du yogourt. Qu'est-ce que mon client il veut? Donc, il veut quelque chose de sec. Pardon, vous êtes là? Ah oui, ça c'est un monsieur que j'ai travaillé après 40 ans. Ça, c'est le prix Nobel. Prix Nobel de chimie 2019. Monsieur John Goodenough, c'est un Américain. C'est un monsieur exceptionnel.
Monsieur John Goodenough, là, si on voit les mémoires de toutes les caméras des ordinateurs, c'est lui qui a inventé les mémoires d'ordinateurs. D'accord. Et il a inventé plusieurs types de batteries. Il a eu le prix Nobel en 2019. Il est mort à 101. Même à 100 ans, il travaille au laboratoire. Tous ces grands chercheurs, c'est vos exemples. Oui, c'est des exemples. C'est un grand collaborateur. Je travaille beaucoup avec lui. J'ai beaucoup publié. C'est un monsieur, si on met John Goodenough, vous allez voir, c'est un monsieur exceptionnel qui a dédié toute sa vie à la science et technologie et au stockage d'énergie. C'est ce que vous voulez faire aussi, aider, voilà, c'est ça. Créer des richesses pour un monde meilleur, c'est ce que vous dites chaque fois. C'est important, que moi j'ai des enfants, j'ai pas des petits-enfants, mais c'est important de laisser la terre propre et assurer qu'il y a une grande transition énergétique propre. Pour revenir aux 3S, donc ça m'intéresse beaucoup. Oui. Le 3C, les 5S, 3C, un exemple, dans une production, on fait une production sans déchets. Donc il faut penser à faire des processus qui n'ont pas de déchets, processus de fabrication. Et just in time, ça veut dire que Toyota, lorsqu'elle fabrique ses voitures, il n'y aura pas des gros stocks qui vont prendre beaucoup de place. Le stock qui rentre aujourd'hui, on fait la production. Toyota, Hyundai ou BM, pour citer, les trois marques. Les compagnies, c'est que les compagnies japonaises, ils ont beaucoup adopté les premiers ce type d'amélioration continue. Et d'amélioration continue, par exemple, le patron, il ne reste pas dans son bureau. Il faut qu'il aille voir. Et lorsqu'il voit, donc il va venir constater. Et donc, des décisions qui vont émaner. Et les managers, par exemple, au Japon, tout le monde, ils sont en uniforme. Tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence entre le patron, l'ouvrier, etc. Donc, c'est une philosophie exceptionnelle. Les Japonais ont toujours été exceptionnels dans leur culture, dans leur façon de faire. Et on apprend beaucoup de la culture japonaise. Vous avez aussi, pour revenir à la rencontre d'Alger, il y a 2 jours, donc il y a eu des recommandations hier. Regardez, c'est vraiment un succès. Oui, je vous en prie. Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y avait d'abord une participation extraordinaire des Algériens de partout, d'ici et de partout dans le monde, à travers le monde, mais beaucoup d'étudiants aussi, ce qui était remarquable, qui venaient avec des projets et qui étaient impressionnés aussi de rencontrer des exemples pour eux, j'imagine. Écoutez, la première chose qui m'a marqué, c'est la présence des jeunes. Deuxième qui m'a marqué, la présence des jeunes filles en sciences. Beaucoup de filles, oui. Beaucoup de filles. C'est rare. Effectivement. C'est rare en Amérique du Nord, parce qu'on travaille très fort de ramener les filles en sciences. Moi, j'étais dans une table, donc moi, j'aime beaucoup rester avec des étudiants. J'étais entouré de filles très intelligentes qui viennent de l'école polytechnique d'ici de l'Harash, de l'école des énergies renouvelables de Betna, de Tiaret, etc. De Tizi Ouzou, etc. Oui, c'était vraiment exceptionnel. Bien sûr, il y avait des garçons, mais ça m'a marqué. Elles sont majoritaires, les filles. Oui, très bien. Ça, c'est vraiment un capital humain qu'il faut faire. Il faut leur donner la chance. Et deuxième des choses qui est bien aussi, il y avait un mélange de milieu académique et milieu industriel. Donc la présence de Sonatrach. Oui, si je reviens, ça c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect. Là. Monsieur Steven Chu, parce que moi j'étais financé beaucoup par le département d'énergie US. Monsieur Steven Chu, il est prix Nobel de physique en 1997. Et c'est un génie dans les énergies, la transition énergétique. Il était ministre de l'énergie, secrétaire de l'énergie sous Obama. Et c'est quelqu'un qui a investi plus que 1000 milliards dans la transition énergétique. On parle de 1000 milliards. C'est lui qui a fait le Recovery Act, etc. Aujourd'hui, il est professeur à Stanford. Et j'aime beaucoup sa vision. Donc la vision à long terme et comment il veut vraiment ramener la transition énergétique. C'est ce que l'Algérie veut faire aussi. Ouais. C'est un monsieur que moi j'ai invité il y a même pas... Ça, c'était à Stanford, la photo. Il y a un mois d'octobre, je l'ai invité à Montréal pour donner vraiment un speech, etc. Si je reviens ici, ça c'est le mois de décembre. Vraiment... regardez, moi je ne suis pas là pour donner des fleurs. Là. Moi, je suis là pour donner l'heure juste. Vraiment, j'ai un accueil exceptionnel. Et moi, depuis quelques années, là, surtout les 3-4 années, il y a beaucoup de changements très positifs en Algérie. Avant, on n'était pas invité comme ça, on n'avait pas accès. C'est drôle, on a accès. Il y a la passerelle qui est en train de se construire. Elle se fait très bien avec des ponts.
Donc Oui. j'étais invité vraiment, vraiment directement par le ministre de l'Énergie, son sous-ministre pour les énergies renouvelables, Yessar, que je salue, que c'était un monsieur exceptionnel, parce que je le connais, Nordine Yessar, le que je connais secrétaire avant. d'État chargé de la... Voilà, j'ai déjà travaillé avec lui, là, parce qu'il est chimiste, il a fait ses études, il comprend les molécules, les électrons. Et, il était présent à la oui, bien à la sûr, bien sûr. rencontre, oui. Ça c'est motivant. Ça, c'est très motivant pour les jeunes. Lorsqu'on organise une conférence et on voit un ministre chargé des énergies renouvelables qui fait un speech, ça veut dire qu'il y a... Bon, c'est comme ça, nous, au Canada, on fait. Nous, lorsqu'on fait l'ouverture, c'est avec des ministres, des fois avec les premiers ministres qui viennent. Et ça, c'est motivant, non seulement pour les organisateurs, pour les jeunes, parce que c'est un modèle, et ça donne aussi la crédibilité. Quelles sont les recommandations qui ont été... Ben écoutez, nous, qu'est-ce que ça a été demandé? Je vais peut-être focuser sur moi-même. Chacun, on a demandé qu'il fait une recommandation, qu'il envoie peut-être une dizaine de recommandations. Dans mon cas à moi, le fait que je travaille sur la transition énergétique, moi, ma recommandation, c'est réfléchir à l'économie circulaire en Algérie. On a les minéraux critiques. Et le recyclage. Le recyclage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la mine jusqu'à la production du matériau, la production du batterie, de l'hydrogène, autre chose, jusqu'au recyclage. Et ça, on appelle un peu aujourd'hui le jargon, la mine naturelle et la mine urbaine. Et réfléchir, parce que l'Algérie, elle est riche en minéraux critiques, comme le Canada. Et il ne faut pas qu'on exporte juste nos minerais. Il faudrait faire la transformation, la première et la deuxième transformation, que l'Algérie, elle devient un pivot important dans la chaîne d'approvisionnement mondial, qu'elle se positionne par rapport à la transformation. Ça fait partie de la souveraineté. Voilà, c'est ça, très bien. C'est important parce qu'on a le capital humain, on a les énergies quand même. On a un écosystème exceptionnel. On a des ports en mer profonde, on parle d'Alger, Djidjel, Oran, etc. Et on est, au niveau géopolitique, là, on est à la porte de l'Europe. On peut envoyer des matériaux en Amérique du Nord, on peut l'exporter en Afrique. On peut être un pôle. On peut être un pôle sud-sud, parce que l'Afrique, c'est une richesse. L'Afrique, il faut vraiment avoir une stratégie sud-sud. Et aussi, il ne faut pas oublier l'Asie, parce qu'il y a un écosystème pour la transition énergétique en particulier. Je rappelle que vous avez près de 1000 brevets à votre actif, 450 publications scientifiques et 23 livres. Oui, vos chiffres sont exacts. C'est 1070 brevets, 450 publications. Le plus important... Et vous ne bénéficiez pas de ces brevets? Non, mais regardez, je ne bénéficie rien, parce que si je bénéficie, je ne suis pas ça, ici. Ça, c'est la particularité aussi. Non, mais... Il fallait que je le dise. Ouais, Il fallait que je bénéficie de rien. Je le souligne. Lorsqu'on parce qu'on cède la propriété intellectuelle à la compagnie qui nous embauche, et ils nous donnent $1 symbolique. Mais avec l'argent qu'on rentre, donc la compagnie ou le gouvernement, ils investissent dans l'éducation et la santé, qui est quand même important avec notre argent. Et ça nous grandit parce qu'on devient de plus en plus crédible, parce qu'ils voient qu'on travaille vraiment au niveau avec l'impact et faire quelque chose bien pour la société. En tout cas, au Canada, on vous considère comme un ambassadeur de l'énergie renouvelable, d'autant plus que l'investissement, par exemple, des Suédois, qui a généré 7 milliards de dollars, ce n'est pas peu. Donc la Suède qui a investi dans une usine de batterie, grâce à vous, grâce à vos négociations aussi. Regardez, moi, le fait que j'ai 40 ans d'expérience, c'est que, parce que nous, on a deux gouvernements, le gouvernement provincial et on a un gouvernement fédéral. Dans le gouvernement fédéral, on a un monsieur qui s'appelle M. Champagne, le ministre de l'Industrie et de l'Innovation, un monsieur exceptionnel. Et de l'autre côté, on a M. Pierre Fitzgibbon, c'est un ex-ministre, qui est ministre de l'Innovation, de l'Économie et de l'Énergie. Ces gens-là, ils écoutent. Donc, ils m'ont écouté, je travaillais avec eux, donc je les ai conseillés. Et là, on a créé un écosystème. Un écosystème, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les brevets, sur la technologie. Tout ce qu'on a l'énergie verte au Québec, c'est 100% pratiquement hydroélectricité. C'est l'hydroélectricité. C'est des pionniers, les Canadiens. Les pionniers, etc. À un moment, on a dit, pourquoi? Eux, ils ont compris tout de suite. Quand même, c'est colossal comme financement. On parle du Québec, peut-être 30 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral, 100 milliards. Eux, ils ont compris, on dit, on investit, mais on n'investit pas dans la cellule, on investit vraiment dans l'écosystème de la mine,
aux composantes, les précurseurs, les cathodes, les anodes, l'électrolyte. Et aujourd'hui, il y a un succès quand même exceptionnel. Parce que, et aussi, c'est que, comme je dis, le Canada, sa force, c'est qu'on a tous les minéraux critiques. Oui. Avant de terminer, on va peut-être parler de vos projets ici en Algérie. Il y a déjà des négociations qui ont commencé l'an dernier et c'est en cours et ça va bientôt voir le jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Comme je vous dis, c'est vraiment suivi par le ministre lui-même, M. Al-Krab et M. Yassa. On a une journée importante là, dimanche. Oui. Et c'est focusé un peu sur le développement du lithium et la filiale lithium en Algérie. Oui. Donc il faut vraiment focuser. Je pense que l'Algérie, elle a beaucoup de compétences et comme je dis, elle a des ressources naturelles à vraiment les transformer rapidement. Pour terminer, il faut rassurer ceux qui vont choisir la voiture électrique que les batteries, que le prix est en net recul. Ça a commencé à 7 000, 6 000... Écoutez, moi aujourd'hui j'ai une voiture électrique, ça fait des années. Les dernières 20 ans, 25 ans, j'ai que des voitures électriques. Si on voit le prix par kilowattheure, parce que c'est Sony qui ont mis la batterie lithium-ion dans le marché, on parlait à près de 3 000 $ le kilowattheure en 1991. Aujourd'hui, on est en bas de 100 $ le kilowattheure. Et ça va descendre encore jusqu'à 60 $. 60 $. Entre 60 et 80 $, la voiture électrique, elle aura le même prix qu'une voiture à essence. Et je demande aux téléspectateurs, ou même à vous, essayez une voiture électrique, vous allez voir comme exceptionnel, les accélérations, le silence. Et en plus, on va jamais aller dans une station d'essence. Moi, je dis toujours, l'essence et le gaz en Algérie, il faut peut-être prendre un peu le modèle du Norvège, de vendre notre gaz et pétrole et faire un fonds pour les générations futures et électrifier l'Algérie. Plusieurs prix, professeur Zarib, et le tout dernier 2024 qui est vous. Oui, écoutez, beaucoup de prix, je pense toujours, je donne, il y a moi et mon équipe, là, parce que quand même c'est un travail d'équipe, je reviens toujours sur l'équipe. Oui, mois d'octobre à Hawaï, donc une belle place à Honolulu, donc j'ai reçu, qu'on appelle ça l'Electrochemical Society Battery Research Award. Je pense que c'est une très bonne récompense. Le prix Lionel Boulet, Lionel Boulet, c'est un autre prix aussi en 2022. Oui, Lionel Boulet, c'est un des prix les plus prestigieux, au Canada. Du gouvernement du Québec, donc donné par le gouvernement du Québec. En tout cas, je vous souhaite encore beaucoup de réussite, encore d'autres prix. Je vais appliquer l'organisation japonaise, n'est-ce pas, Nour? Le livre s'appelle Gamba Kaizen, c'est facile à trouver. Je vais l'acheter et je vais réfléchir pour la voiture électrique. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci à tous les techniciens, la réalisatrice et tout le monde, là, de loin et de près, là, parce que des fois, les gens qui travaillent fort, là, on les voit. C'était un honneur de vous recevoir, professeur Karim Zarib. Je rappelle que vous êtes un des chercheurs les plus de renom, les plus connus au monde et les plus cités à travers la planète. C'était un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Fella, merci à notre invité qui nous a fait donc l'honneur d'être parmi nous ce matin, à savoir le professeur Karim Zarib. Donc finalement ce sont des conseils qu'on va tous appliquer à Fella, n'est-ce pas? Au fait, c'est une leçon de vie que nous avons aujourd'hui. Finalement, on remercie donc notre invité. On te remercie aussi, Fella. Et on continue. Et donc, vous le savez, en ce moment, ce sont les vacances scolaires et plusieurs activités sont organisées au profit des enfants. Cette fois-ci, ça va être un court cross qui est en train d'être organisé au niveau du parc Donia. Et c'est Sarah Derbel qui s'est intéressée à cet événement, à ces activités dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. Plus de 120 jeunes coureurs, âgés de 6 à 12 ans, se sont rendus au parc Donia pour participer à la première édition du Cross pour enfants. Compétition, convivialité et découverte au programme de cette journée. Bon, c'est plus une course conviviale et familiale, dans un cadre familial, sans aucun esprit de compétition. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire plaisir aux enfants. Donc on tient à remercier au nom de notre club Gaïa Athlétique tous les partenaires sur cet événement, à savoir la DGSL d'Alger, la Ligue d'athlétisme d'Alger et les services de l'OPLA qui nous ont accueillis
accueillis vraiment à bras ouverts ici, dans ce magnifique site qui est le Parc Dounia. Voilà. Pour certains, c'était leur tout premier défi sportif. Pour d'autres, cette course était une occasion de prouver qu'ils pouvaient se dépasser. Ce cross était une occasion aussi de pratiquer une activité physique tout en s'amusant. Je suis venue avec mon père, ma grande soeur et mes cousines faire cette course. J'ai aimé l'ambiance et tout, le clown et tout. On est passé à côté du lac et c'était magnifique. Il y avait le clown, on a vu le lac et on a mangé et on a bu du jus. Vous avez bu du jus? Ok. Et on a mangé du sucre parce qu'il faut manger du sucre après une course. Alors, on s'est bien amusé, on a couru, j'ai vu le lac, c'était magnifique et j'aimerais bien qu'on refasse ça. أنا ربحت الأول. أنا فزت الأول. وكليت حلوة. Parents, amis et bénévoles, tous présents pour donner de la force à ces futurs champions. Moi j'ai l'habitude de courir, je suis une athlète, je fais de la course à pied depuis très longtemps et donc je voulais initier ma fille à avoir une relève, voilà, donc elle est toute contente, c'est sa première course officielle et on est vraiment très content pour cette initiative. Comme ça. Parmi les coureurs, Marwa, une jeune fille pleine d'ambition, malgré son handicap. Elle est très contente aujourd'hui, elle a pu terminer la course complète. Donc les 800 mètres, elle les a faites, elle est très contente avec sa médaille. Et bien voilà, donc ce genre d'enfants, alhamdoulilah, donc ils sont juste différents. Ce cross, bien plus qu'un simple défi sportif, a offert aux enfants, à leurs familles et même aux organisateurs un moment inoubliable. Un moment inoubliable pour les enfants, effectivement, d'autant plus que nous sommes en plein vacances scolaires. D'autres activités donc, sont organisées au profit des enfants, notamment une très belle activité, je vous le disais ce matin, qui inculque les valeurs citoyennes, particulièrement chez l'enfant. Et c'est un atelier intitulé « Je dessine mon pays ». Nous en parlons ce matin en compagnie de l'initiateur de cette activité, à savoir Amou Yazid. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous permettre de vous appeler Amou Yazid, hein, oui, n'est-ce pas? Des fois, même mes neveux et tout, voilà, ils m'appellent Amou. Une fois, ma petite nièce, elle dit à sa mère, qui est ma soeur, trop là, Amou la Khalou. Alors là, la pauvre, mais alors on l'a complètement déroutée, hein, la pauvre, on l'a complètement déroutée. Donc ça, c'est toujours plaisir. Mais voilà, mais quand on dit Amou Yazid, on retrouve l'enfant qui est un petit peu enfui, hein, oublié au fond de nous-mêmes. Moi, ma mission, c'était de faire ressortir l'enfant de chacun. Voilà. C'est ça. En tout cas, mission accomplie. Absolument. Ce qui est certain. Absolument. Voilà. Alors, Amou Yazid, nous sommes en plein vacances scolaires. Oui. Vous avez profité de l'occasion, encore une fois, pour vous rapprocher de cette enfance qui est une terre fertile, hein, on le dit toujours, n'est-ce pas? Et c'est nous, les adultes, finalement, qui avons cette responsabilité d'inculquer, de semer les plus belles valeurs. Absolument, absolument. Donc, à chaque fois que les vacances approchent, et sur les réseaux sociaux et tout le monde se pose la question, Amou Yazid, où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va venir dans certaines wilayas? Donc, généralement, on essaye de faire une petite tournée comme ça. Bon, cette fois-ci, on sera donc demain à 13h au Sablet. Au Sablet, donc, ce sera un show, un méga show avec une grande scène et tout, où les gens peuvent venir et tout. Dieu merci, le climat le permet. Permet, c'est super. C'est super. Donc, demain, les gens peuvent venir en famille et tout pour le show à 13h. Et le matin même, à partir de entre 10h et midi, il y a toujours je dessine la beauté de mon pays. Donc, et justement, je dessine la beauté de mon pays. Habituellement, on le voit, donc on donne comme ça des feuilles volantes aux enfants. Oui. Mais là, vous avez pensé à tout. Hein, donc carrément. Donc l'enfant vient, donc on a des contributeurs au Camel. On installe des tables. Et l'enfant vient, donc l'enfant s'installe, il a son cahier de dessin qu'il peut emporter avec lui. Voilà. Donc il a des crayons de couleur, il a des gommes, il a même des clowns et des mascottes qui tournent et qui l'inspirent aussi. Voilà. Et puis on discute avec eux, on les oriente. Donc le thème cette année, bon, je dessine la beauté de mon pays.
Et cette année, c'est le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Donc, moi, je suis partisan d'inculquer nos valeurs, surtout les valeurs citoyennes, les valeurs citoyennes et patriotiques à nos enfants. Parce qu'un enfant qui se vante de son histoire aura un meilleur avenir. Moi, je leur dis. Donc, c'est comme un ancrage culturel, un ancrage identitaire chez l'enfant. Et puis, l'Algérie, on a de quoi se vanter. Moi, je leur dis, on n'est pas un pays qui n'a pas quoi raconter à ses enfants. On a plein de choses, plein de valeurs, plein d'événements. Donc, on peut vraiment raconter à nos enfants et ils en seront fiers. Et un enfant qui aime son pays, il va le servir, ça c'est clair et net. Donc, moi je leur dis, le secret de l'évolution, le secret de la persévérance, c'est l'amour du pays. Ça c'est clair et net. Donc, on essaye à chaque fois Et puis le programme, il y a plein de chansons. On a fait plus de 200 chansons en 3 ans. Donc il y a tous les thèmes. Il y a le patriotisme, l'amour du pays, la paix. Il y a le cahier, le stylo, la chambre. Une conciliation avec l'école, ça. Oui. Moi, d'ailleurs, même les enfants le sachent. Les enfants le savent et leurs parents, ils sont conscients maintenant, ils comprennent. À Mouyazid, dès que je me mets sur scène, je leur dis quels sont les enfants qui ont eu une bonne moyenne. Oui. Donc ils savent. Donc ils vont se cacher. Voilà. Donc je leur dis. Et puis je parle aux enfants qui n'ont pas eu de bons résultats aussi, qui n'ont pas eu de bons résultats. Je leur donne des astuces. Motivation. Motivation, voilà, à Mouyazid, comment il étudie. Parce que les enfants me posent des questions sur les réseaux sociaux. À Mouyazid, est-ce que vous avez. Et les parents, des fois, ils utilisent ça. Ils leur disent regardez, à Mouyazid, il a eu un parcours académique, il a été à l'université, il était bon à l'école. Ah bon, maman, bon. Donc, alors, profitons, je l'ai même fait avec mon fils. Ben, super. donc, c'est voilà, vraiment... mon fils qui est un petit peu versé dans la musique, je dis, tu vois, on peut très bien pallier les deux. Hein. Absolument. Non, c'est merveilleux de laisser les enfants c'est-à-dire se donner à leurs hobbies, à leurs rêves. Laissez l'enfant rêver, Et puis, c'est une occasion aussi que l'enfant décroche des études, des cours, des maths, et puis d'aller passer un petit moment avec nos sablettes demain à 13h. Donc c'est la wilaya d'Alger qui organise. On essaie. De toute façon, les sablettes, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, le 8 mars, c'était associé à la salle Harsha. Oui. Donc à Mouyazid, c'était la salle Harsha. D'accord. Donc là, bientôt, ça va être à Mouyazid, sablettes. Associé à sablettes. À sablettes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit, on va dire, stratégique. Je l'adore. D'abord, c'est un très bel endroit. Il est au milieu. Voilà. Il est au milieu, donc, donc il peut venir de l'Est et de l'Ouest. Donc il est au milieu. Il y a le parking. Même l'endroit, déjà, il est très agréable. Il est très ouvert. Il est vraiment agréable. Les gens qui viennent, moi je leur dis, il y a des gens qui viennent le matin dans l'esplanade. Ils viennent avec les vélos de leurs enfants, les rollers. Il y en a qui prennent un livre, qui viennent. Et puis il y a plein de cafétérias. Ils peuvent venir en famille. Et puis il y a plein d'espaces verts aussi. Voilà. Il y a des gens qui ramènent le repas. La mer juste à côté. La mer juste à côté, oui. Voilà. Il y a un impact quand même très relaxant. Oui, absolument. Donc le programme sera très riche. Donc il y aura des clowns, il y aura des mascottes, il y aura des chansons. On va chanter les vacances. On a une chanson sur les vacances. On va chanter. C'est très interactif avec les enfants. Oui, non, ils chantent tout. Hafdin le. Et puis on essaie de leur inculquer des valeurs. Par exemple, la chanson du voisin, elle a beaucoup de succès. Donc on dit aux enfants, attention, les voisins, il ne faut pas faire de bruit, il faut vraiment, si un voisin fait un peu il faut être gentil avec le voisin. C'est vraiment très joindre utile à l'agréable, c'est ludique, c'est vraiment, on apprend en s'amusant. Oui. Moi je leur dis que l'enfant, c'est une page blanche. Oui. Il faut écrire au bon moment. Il faut écrire dessus au bon moment et les bonnes choses. Il faut savoir quoi écrire et quand écrire. Parce que l'enfant a besoin de certains conseils à un certain âge. Parce que l'enfant, il ne faut pas attendre qu'il soit adolescent. Parce qu'après, ça va être l'enfant rebelle, ça va être l'enfant... D'ailleurs, même en psychologie, en sociologie, on dit que ce sont les 7 premières années de la vie de l'enfant qui sont décisives. Qui sont décisives, absolument. Moi, je leur dis toujours, l'assiduité... Apprenez à votre enfant l'assiduité et puis quand on lui dit fais telle chose, on attend de toi que tu le fasses. Donc s'il ne le fait pas, il faut
lui dire pourquoi et tout. Il veut dire que c'était important parce que demain, il va travailler, et il sera dans une chaîne. Il sera dans une chaîne avec des collègues et tout et tout. S'il ne fait pas sa part, la chaîne, elle tombe à l'eau. Il ne faut pas qu'il soit le maillon faible aussi de la chaîne. Donc, il faut lui apprendre que les gens peuvent compter sur lui. Par exemple, si à la maison, on fait un petit jeu comme ça, qui est interactif et tout, il aura un rôle à faire. Si tu n'as pas fait ta part, regarde, ton frère ne peut pas faire sa part et tout, c'est lié. Ainsi de suite. Donc, on apprend à nos enfants de vivre en communauté. On leur apprend le pardon aussi. On leur apprend s'il te plaît. Ça, c'est très important. Apprenez à vos enfants ces réflexes très jeunes. Ce sont des petits gestes qui font toute la grandeur, qui font toute la différence d'un... Un enfant de 4 ans qui vous dit « Maman, à télé ». Maman, من فضلك اعطيلي ماما ربي يخليك اعطيلي. Donc من بعد راح يتعلم le respect. Le respect est très important parce qu'un enfant respectueux, c'est un adulte respectueux. C'est clair. Donc il va mieux évoluer en société, il va être plus, il aura plus d'amis, plus d'amis. C'est très important. Moi je vois des mères et des pères malheureux. Des fois leurs enfants n'ont pas d'amis. N'ont pas d'amis parce que des fois ils sont un peu brutaux, ils sont un peu... Il y a des choses comme ça qui vont fuir les amis. Moi, je leur dis, faites attention, parce que ça va fuir ses amis même, étant adultes. Donc là, il y a aussi la responsabilité des parents, finalement. Énorme. Moi, je leur dis, énorme. Les parents, c'est 80%. Ils sont les premiers responsables. Ah oui, les premiers et les derniers, même pendant l'école. C'est vrai que l'école, l'enfant va des fois 6 heures, 7 heures à l'école par jour. Donc c'est vrai que les 7 premières années, on va dire que c'est beaucoup plus les parents, mais après, on va dire c'est chacun d'entre nous, c'est toute la société, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui a son impact sur l'éducation des enfants. La société civile aussi, des fois l'enfant va au scout, va à la maison de jeunes du coin, va dans des associations, des clubs, il fait des sorties peut-être, de journée et tout, dans des clubs de sport, comme vous avez bien dit. Ils ont quand même leur responsabilité. Moi je me rappelle, mais quand on partait au scout, par exemple, ou là au club de sport et tout, on apprenait beaucoup de choses. On avait des éducateurs. On n'avait pas des entraîneurs. On avait des encadreurs. On avait vraiment des éducateurs. Ils étaient ils étaient accueillants, ils étaient... Et puis, tenez le langage. Il faut apprendre à nos enfants le langage. C'est très important, très important. Même, des fois, même nous, quand on parle à quelqu'un, un enfant ou adulte, il t'apaise. Quand tu lui parles, il t'apaise. Donc, apprenons à nos enfants d'être fins, d'être... mais aïtouch aussi. Moi, je leur dis, par exemple, il y a une chanson qu'on a composée, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette chanson. C'est un enfant qui demande à son père, il dit, explique-moi le respect. Parce que des fois, on a tendance à reprocher à nos enfants, par exemple, un enfant qui rentre en retard à la maison, l'école, il est parti, il n'est pas venu directement. En entrant, sa mère ou son père lui dit, je t'avais dit de ne pas rentrer en retard. Il peut te regarder et te dire, quand est-ce que tu me l'as dit? Des fois, on se dit, nos enfants savent. Non, ils ne savent rien du tout. Ils savent rien. Donc, c'est à partir de là, donc cette chanson, elle dit, oh papa, donc c'est là où il lui dit, quand tu sors de la maison, n'élève pas ta voix dans le quartier, il faut respecter les gens, il faut dire bonjour. Quand tu rentres dans un magasin ou dans un lieu public, il faut dire bonjour, il faut attendre ton tour. Parce que des fois, on voit des gens, ils te dépassent. Moi, wallah, je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas. Parce que quand il était avec son père ou sa mère, il fallait qu'il lui apprenne ça. Tu attends ton tour. Tu attends ton tour. Et l'enfant, il assimile. Et après, il apprend par mimétisme, c'est ce qu'on dit. Donc, il imite un peu ce que les adultes font. Voilà. C'est une éponge. C'est une éponge. Il absorbe surtout le papa et la maman. Pour lui, c'est les modèles. Ce sont les références. Ah, les références, c'est les modèles. Papa, c'est le plus fort, maman, c'est la plus belle, ainsi de suite. C'est ça. Donc, il faut utiliser ça. Il faut expliquer à nos enfants. Il ne faut pas jeter des ordures. Quand tu jettes un papier, tu le ramasses. Et puis, toi-même, si tu vois un papier, ramasse-le devant ton fils. Il le fera. Exactement. Il le fera. Papa l'a fait, moi je le fais. Il va juste dupliquer ce qu'il est en train de voir, effectivement. Alors, on rappelle le rendez-vous de demain. Donc, ça va être toute la journée? C'est à 13h, le show au Sablette à 13h. Donc, c'est ouvert au public, c'est gratuit comme toujours et tout. Donc, et le matin même, à 10h, donc de 10h à midi, c'est Olsom Jamal Abiladi. Je dessine la beauté de mon pays.
Donc ils ne ramènent rien. Donc les clients, ils le savent. Tout est disponible, voilà. Oui, oui, ils le savent. Ils ont l'habitude avec ils sont habitués. Et les meilleurs dessins seront récompensés pendant le show avec des cadeaux. On va choisir les 10 meilleurs dessins. Eh ben voilà, c'est parfait. Donc encore une fois, joindre l'utile à l'agréable. Rendez-vous pris demain à partir de 10h, donc au niveau de la sablette, donc jusqu'au soir, on va dire, avec le show prévu à 13h à Moyazid. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Plaisir est pour moi. Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites, surtout pour encore une fois inculquer ces valeurs citoyennes et patriotiques aux enfants. Merci encore une fois. Et on continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Avant cela, ça va être un reportage qu'on vous propose. Cette fois-ci, on va parler, on va s'intéresser à celui qu'on a toujours appelé le meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas, le chien. Voilà, et donc là, c'est Friel Chir qui s'est intéressé donc au dressage des chiens dans ce reportage que je vous laisse voir. On se retrouve juste après. Un événement exceptionnel des bergers allemands s'est tenu à Zeralda. Ce concours national a réuni des éleveurs et des passionnés de cette race prestigieuse, connue pour son élégance et sa discipline. Le premier groupe qui a été présenté, c'est le chien. Un événement une fois dans l'année, ça s'appelle une nationale d'élevage. Et cette année, c'est la 39e nationale d'élevage. C'est 39 ans d'événements. Notre but, c'est de voir des familles, des enfants, voir cette passion. Et c'est notre but. C'est le groupe Tana Hna Kamel qui malgré que plusieurs personnes, ils sont loin, ils sont hors wilaya. Mais on est une famille. Cette année, nous avons 236 chiens qui participent. Et donc, il y aura des champions dans chaque catégorie parce qu'on fait ça par catégorie d'âge et sexe mâle et sexe femelle. Et donc, ce qu'on appelle la classe ouverte, c'est-à-dire les adultes, sera désigné le champion d'Algérie en classe mâle et en classe femelle. Alhamdoulilah, chaque année, on s'améliore, on essaye d'avoir des chiens encore meilleurs et on ramène des juges étrangers pour qu'ils évaluent notre propre production. Ce concours a bénéficié d'une expertise internationale grâce à la présence de juges étrangers et algériens. Une évaluation rigoureuse des chiens selon des critères précis tels que la morphologie, la démarche et les conditions physiques. Cette exigence a garanti un haut niveau de compétition reflétant les standards internationaux. J'ai donc eu l'honneur d'être invité par la Société algérienne du chien de berger allemand, donc ici à Alger. Alors c'est la première fois que je viens en Algérie, que je suis invité dans ce très beau pays et je suis très impressionné par la qualité des chiens qui m'ont été présentés tout au long de ce week-end de championnat. Alors j'ai eu la chance de juger dans les 5 continents du monde. Je voyage beaucoup et je suis aussi content et fier de dire qu'en Algérie, j'ai vu beaucoup de chiens qui sont issus de l'élevage local. Donc ce n'est pas des chiens importés et je suis très impressionné et je dois le féliciter. Et évidemment, puisqu'il a toute cette expérience, il souhaiterait pouvoir donner, pouvoir transmettre, pouvoir apprendre et puis surtout que les gens puissent comprendre que il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de volonté et il est là aussi pour partager sa connaissance et donner de l'inspiration aux Algériens ici en Algérie pour pouvoir aussi développer la race du chien de berger allemand. Hanafi Bladna en Algérie. Parmi les gagnants, une famille d'éleveurs heureuse de voir leur chien briller sur le terrain. C'est nous les éleveurs Tao, les préparateurs Tao. Il vit avec nous aussi à la maison. Vous êtes fier de lui aujourd'hui? Bien sûr, très fier de lui, très fier de lui. Bien sûr, il a fait beaucoup d'efforts, nous aussi. Inch'Allah. Ce concours a non seulement mis en lumière l'excellence des bergers allemands, mais aussi le lien
indéfectible qui unit ces chiens à leur maître, dans une démonstration riche en émotions, une véritable célébration de cette race noble qui a su rassembler les spectateurs. Et voilà, donc c'était un reportage de Friel Chir, très beau reportage, nous avons eu de belles races, hein, n'est-ce pas? Très beau, effectivement, et très fidèle, hein, très affectueux même. Oui, loyal. Très affectueux même, effectivement. Alors, y compris, Samira Hadj Amar est parmi nous et aujourd'hui, elle va nous proposer un beau voyage dans le temps puisqu'elle va nous parler du cuivre, mais ce sera juste après cela. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Samira? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Alors, tu disais que tu as déjà eu un chien. Oui, très jeune, j'ai eu plusieurs chiens. On a eu à la maison plusieurs chiens et c'est toujours très agréable. Chat, chien, tortue, Moi, pour le chien, j'en ai poisson. eu un. Il était aussi beau, d'ailleurs, c'était un berger allemand aussi. Bon, il est décédé, mais depuis, je n'ai pu avoir finalement d'autres chiens. C'est vrai que l'attachement, il est très particulier. La séparation est plus difficile encore. Effectivement. Alors, Samira, aujourd'hui, tu vas nous proposer un petit voyage dans le temps et on va s'intéresser un petit peu à la collection. À l'histoire, le début de l'histoire de la métallurgie, le cuivre et le bronze, notamment le cuivre. Alors, le cuivre est le premier métal découvert par l'homme. Il a été ensuite transformé avec plusieurs alliages, le laiton, le fer, le bronze, voilà. Et c'est venu avec les siècles, avec avec beaucoup de temps d'ailleurs. Et c'est du besoin qui est né l'invention. L'homme, c'est magique en fait, a pu s'adapter et surtout répondre à ses besoins. Alors le cuivre, on le retrouve partout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une matière qui est utilisée et qui est même très importante parce que sans l'électricité, il n'y a pas de conduite, sans le cuivre, il n'y a pas la conduite d'électricité. Ils sont dans les câbles hein, et c'est ça qui permet l'alimentation. L'eau, c'est pareil, le stérilet pour la contraception est très recommandé en cuivre justement. On l'a dans la musique, les instruments de cuivre, voilà, on l'a dans par exemple les cordes du piano ou encore les percussions. Il y en a les trompettes, il y en a en cuivre. Voilà. Le bien-être aussi. Le bien-être aussi, on recommande des bracelets, des accessoires. C'est pareil pour l'arthrose rhumatisme, on utilisait jusqu'à aujourd'hui. C'est une technique utilisée. Et surtout, nous, on l'a utilisé particulièrement au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, même avant d'ailleurs, pour les ustensiles de cuisine, les plats, les verres, tout ça en fait, la vaisselle. Pour se nourrir, mais pas que, on l'a utilisé aussi dans les bijoux. Alors ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait par une enseignante à l'Institut d'archéologie d'Alger, Alger 2, en fait l'université 2, qui s'appelle Ayet Khoura. J'aurais aimé que Siam Kounoch nous dise Khoura. Donc cette dame, elle est chercheure, elle est enseignante, elle est spécialisée en patrimoine et elle s'est intéressée depuis plusieurs années, ça a été le sujet de son doctorat, sur l'âge du cuivre et du bronze en Algérie. En Afrique du Nord globalement, mais en Algérie. Pour résumer la chose, pour éviter que trop académique, Madame Ayadi propose, parce qu'il y a eu une thèse depuis les années 20, que le cuivre, l'utilisation du cuivre, du bronze en Algérie n'était pas vraiment répandue, d'après Xel, qu'elle reprend elle-même, et Xel a été la première supposition, mais qui est devenue un jugement, voire un constat, à travers plusieurs historiens et préhistoriens. Elle, ce qu'elle a fait, ce chercheur, cette enseignante, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un inventaire bibliographique et un inventaire des musées. Alors, musées nationaux et musées en France, par exemple. Elle a fait un inventaire de tout ce qui a été retrouvé au niveau des sépultures, des dolmens, par exemple, comme les dolmens de Blimsous, voilà, dont on a les images, ça serait bien de les passer. Donc, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que parfois des tombes, parce que les dolmens, ce sont des tombes, il y avait 4 à 5 inhumations et qu'il y avait du mobilier funéraire qui accompagnait. Donc ça pouvait être des bracelets, ça pouvait être des choses comme ça, en tout cas du mobilier, de la parure. Et ces choses-là, en fait, pouvaient ne pas appartenir à l'époque exacte où on va dire, il y a eu l'inhumation, que ces objets ont pu être déposés et pouvaient être plus anciens
donc remonter à bien plus tôt. Donc ce qu'elle dit, c'est que la datation pourrait ne pas correspondre à l'époque où il y a eu l'inhumation. Voilà. Donc on a vu les dolmens? Je ne sais pas. Alors, nous avons vu des histogrammes, donc je ne sais pas, ça correspond, je crois, du nombre de collections dans les alors, nombre d'objets qui ont été retrouvés, voilà. Et juste pour dire, alors je ne sais pas si c'est le national ou français, parce que alors je là, pas c'est un peu international, hein, parce que nous avons voilà, le musée alors, Cirta, juste pour rappeler, le musée Bardot et puis les autres musées. Voilà. Alors pour les musées de France, par exemple, elle cite dans son travail le musée de l'Homme à Paris conserve des objets de la région de Cercouf. Actuellement, il ne reste que 2 bracelets. Voilà. Le musée de Champollion où il y a 3 objets provenant de Oran. À Lyon, il y a la hache à talons découverte à Boulorine en 1956 par le docteur Bougeot, pour dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées par rapport à ces objets. Pendant la colonisation, il y a eu des objets qui ont été retrouvés, il y a des objets qui ont été déplacés, il y a des objets qui ont été recensés, je crois qu'il y en avait 500 en tout, qui ont été répartis. Il y en a qui les ont pris à la maison, il y en a qui les ont déposés... Pensant que ce sont des trésors. Voilà, les ont déposés dans des musées, dans des laboratoires. Il y en a au musée du Bardot, il y en a au musée de Cirta, il y en a au musée de Médéa, il y en a un peu partout. Et parfois, même en déposant ces objets dans ces musées, eh bien, ils se perdaient quand même. Ils se perdent avec le temps parce qu'il y a un problème de datation. Une fois qu'on déplace un objet de son emplacement originel, il perd, j'ai presque envie de dire, très important, des indicateurs. Exactement, temporels. Voilà, ce qu'on voit, c'est des choses qui ont été retrouvées dans les années 20, à partir des années 20, et même plus tard d'ailleurs. Donc, c'est des objets qui sont en métal. C'est ça qui renseigne sur l'âge du cuivre en Algérie. Voilà. Donc, ce que Mme Hayati propose, c'est que la problématique qu'elle pose et qu'elle relance, l'approche qu'elle voudrait faire, c'est qu'il y ait une autre approche pour étudier les objets qui ont été retrouvés. Peut-être que ces objets dateraient enfin, ce serait antérieur à ce qui est actuellement cité. Exactement. Et je voudrais revenir aussi sur les collections qui existent les collections qui existent dans les musées d'Algérie par rapport au cuivre, et notamment le musée des ATP qui en ce moment est en restauration, mais on espère sera bientôt réouvert au public. Ce sont des collections de cuivre qui ont appartenu et qui ont été fabriquées en Algérie. On a des familles qui sont connues, comme les familles Ben Kelfat de Tlemcen. Il y a les familles Ben Shaker, par exemple, je crois que c'est Constantine. Il y a Zola qui était à ça, c'est parce que je mets des fleurs dedans. Oui. Il y a Zola qui est de la Casbah, voilà. Tous ces gens-là ont, depuis très longtemps, constitué des objets en cuivre. Ce qu'on voit là, en ce moment, ce sont des bracelets, plutôt, qui remontent à très longtemps, à la protohistoire. Voilà. Voilà, ce sont donc des bracelets qui ont été retrouvés, effectivement, dans certains sites de fouilles. Dans certains sites de fouilles, absolument. On en a retrouvé... je pense qu'on en a retrouvé à Bni Messous, par exemple. On a trouvé, on peut les voir, ceux-là, par exemple, au musée du Bardot. Le musée du Bardot possède... Là aussi, nous avons une image. Oui, ce sont les... Alors, ça, c'est... exactement. Ça, c'est les dolmens de Bni Messous. Il y en avait 7-8. Ça a été retrouvé, découvert par Koster. C'était le propriétaire terrien à l'époque. Et il a fait don au musée du Bardot de 2. D'ailleurs, quand on rentre au musée du Bardot, on a 2 dolmens. À l'entrée à l'entrée du Bardot. Voilà. Quand on dépasse le CNRPH, juste avant d'accéder à la salle des expositions. Ce sont des tombes. Et ces tombes contenaient du mobilier funéraire, de la bijouterie, en fait, de la parure. Et
peut-être rappeler que la région de Constantine, Guelma, toute cette région possède des milliers de dolmens. Et dans ces dolmens, il y avait des objets, il y avait on va dire du métal, il y avait du cuivre, il y avait du bronze, il y avait ce genre de choses. Et que malheureusement, avec les profanations, avec la colonisation, avec la main de l'homme simplement, les gens sont curieux, ils déplacent les choses ou ils les emportent à la maison. Voilà. Merci beaucoup Samira pour ce beau voyage que tu nous as proposé. Oui, moi je propose d'aller visiter les musées et voir les collections, par exemple de cuivre. Il y en a dans tous les musées d'Algérie et en particulier au musée des ATP. Voilà, donc musée des arts et traditions populaires. Merci beaucoup Samira. Merci. Je se retrouve vendredi prochain. Dimanche, lundi. Voilà, dimanche, lundi et vendredi prochain, Inch'Allah, pour un autre petit voyage. Merci beaucoup Samira. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.